Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on continue notre voyage avec la troisième et dernière partie de notre animé précédent. Prévoyez quelque chose à manger et plongeons dans l'action. Dans la dernière vidéo, on a vu nos héros s'envoler vers la 5e planète, qui sera la dernière de leur voyage. Zack s'est rendu compte que Kiteri et Funi ne partagent pas seulement le même groupe sanguin, mais qu'elles sont la même personne. Il réunit donc l'équipage pour les informer que les ADN des deux filles sont parfaitement compatibles. La fille reste silencieuse, alors il lui explique que scientifiquement il est impossible que deux personnes partagent le même ADN, sauf si l'on parle des jumeaux, ce qui n'est pas le cas. Zack propose deux hypothèses. La première est que Funi et Kiteri sont jumelles, mais que l'une d'entre elles était en hibernation comme Paulina. Cependant cette proposition n'est pas très plausible. Et sa deuxième hypothèse suggère que Funi, Kiteri et les autres pourraient être des clones de leurs parents, ce qui pourrait expliquer pourquoi ils ont été choisis pour être envoyés dans l'espace. Zack révèle que les recherches de son père portaient sur la technologie de transplantation des souvenirs qui permet à une personne de changer de corps et que c'était l'objectif de leurs originaux, le transfert de leurs souvenirs à un clone qui les aidera à vivre une autre vie. Par ailleurs, les parents se réunissent à nouveau et cette fois-ci le vrai père de Luca assiste à la réunion, où ils discutent de leur situation actuelle et on apprend que la mère de Kiteri est la seule à avoir créé deux clans similaires. Et comme le père de Zack a échoué dans ses recherches et pour éviter de se faire prendre, ils ont décidé d'envoyer les clones dans l'espace dans ce qui semblait être une mission impossible pour effacer toutes les traces de leur clonage illégal. Les parents révèlent qu'ils voulaient réaliser leur rêve en se réincarnant dans d'autres corps. De retour au vaisseau, les enfants sont choqués de voir que leurs parents les ont envoyés dans des endroits les plus profonds et les plus sombres du monde, simplement parce que leur plan a échoué. Aris dit que sa mère est une femme au cœur tendre et qu'elle ne lui ferait jamais rien du mal. Alors Zack lui dit qu'elle pourrait être sa mère adoptive et non la vraie. Les faits s'effondrent après avoir réalisé que les parents qu'ils ont toujours essayé de satisfaire ont essayé de se débarrasser d'elle. Dans une séquence très émotionnelle, Kanata essaye de les motiver en disant qu'ils sont déjà une famille, et qu'en retournant à la maison, ils se vengeront. Plus tard, on voit le capitaine parler à Luca qui est clairement convaincu par l'idée car il a toujours eu l'impression d'être différent des autres. Cersei n'est pas choqué mais il n'est pas non plus gêné, car il a coupé les ponts avec ses parents et n'a aucun sentiment à leur égard. Kanata se souvient du jour où il s'est perdu dans la montagne, où il a vu pour la première fois la peur sur le visage de son père. Mais il réalise maintenant que son père était inquiet pour son corps de remplacement, et qu'il a entraîné si durement pour qu'il puisse réaliser son rêve et devenir un champion. Ulgar se dit soulagé de savoir enfin pourquoi ils sont dans l'espace, et cela le motive à trouver le père de Luca et le tuer pour venger son frère sans en sentir la culpabilité. Ioana comprend enfin pourquoi sa mère lui a dit de ne pas se montrer, juste pour la rendre invisible et faire en sorte que les gens oublient son existence, jusqu'au jour où la mère sera capable de prendre le contrôle du corps. Ensuite on voit Aris parler à Paulina et lui dire qu'elle se sent confuse à propos de toute cette affaire, parce qu'elle ne connaît pas son origine et qu'elle ressent de la peine pour sa mère adoptive si attentionnée. Plus tard, Kiteri et Zack réunissent les membres de l'équipe pour les informer qu'ils prévoient de se marier, et le garçon qui n'a jamais montré ses émotions révèle maintenant son amour à Kiteri et choque les autres. Les élèves organisent une petite fête pour célébrer cette heureuse nouvelle et peu après, ils deviennent encore plus heureux après avoir réparé le télescope et réussi à voir leur planète mère, la Terre. Paulina est folle de joie, car elle va enfin entrer chez elle, mais soudain, elle remarque l'absence des fameux continents, et après avoir écouté attentivement les enfants, elle se rend compte qu'ils ne viennent pas de la Terre mais d'Astra, une planète totalement différente. Paulina s'assoit pour parler de cette affaire et essaye de savoir ce qui est arrivé au continent et au pays. Mais elle est surprise de voir que les élèves n'en ont jamais entendu parler, à l'exception de Aris qui sauve la situation et nomme quelques pays, comme le Japon, la Chine, la Russie et l'Inde. Les deux parties commencent à parler de ces planètes, mais Paulina se rend compte que les professeurs enseignent aux enfants à regarder vers l'avenir au lieu de s'attarder sur le passé. Aris est la seule élève qui par chance a pris le plaisir à étudier l'histoire toute seule, et elle mentionne une troisième guerre qui s'est produite en 1962. La jeune fille mentionne qu'une base cubaine a été bombardée et que c'est ce qui a déclenché la guerre. Mais dans l'histoire de Paulina, la base n'a pas été bombardée et la guerre a été évitée. C'est à ce moment-là qu'une histoire divergente aurait pu commencer. Aris commence à expliquer ce qui s'est passé pendant la Troisième Guerre mondiale, en précisant que des missiles nucléaires ont même été utilisés. Un conflit qui a duré à peine 2 mois mais qui a entraîné l'éradiction de la moitié de la population mondiale. Les humains regrettaient leurs actions et ont décidé de reconstruire leur planète et d'en faire un endroit plus sûr. Ils ont donc créé le gouvernement mondial unifié en 1963. Et par coïncidence, les gens ont pu transcender leurs différences raciales et nationales, ce qui a conduit à l'abolition totale des pays. Malgré l'impact dévastateur de la guerre précédemment mentionnée, l'humanité a pu s'en remettre rapidement et a finalement établi un monde pacifique. Cependant, tout cela est très éloigné de ce que Paulina sait. Selon elle, il n'y a pas eu de guerre, mais une menace bien plus grande est apparue, qui a éclipsé tous les conflits humains antérieurs. En 2049, on découvre qu'un astéroïde est sur le point d'entrer en collision avec la Terre dans les 8 ans à venir. D'un diamètre d'environ 300 km, il aurait tué toute vie sur la planète s'il l'avait percuté. Les élèves refusent d'y croire, mais l'astronaute poursuit en révélant qu'il n'y avait qu'une seule solution, émigrer sur une nouvelle planète afin de transporter toute l'humanité et la vie. Ils ont travaillé sur un artefact appelé le trou de verre qui s'avère être la même sphère qui les a envoyés dans l'espace.
et ont également commencé à travailler pour trouver une nouvelle planète où s'installer. Paulina pense que l'astéroïde a frappé la Terre et que la planète choisie était Astra, ce qui est la seule conclusion logique. Et maintenant la Terre doit être gelée parce que la poussière de l'impact de l'astéroïde bloque le Soleil, provoquant un air glaciaire. Ils ont donc besoin de savoir pourquoi les adultes leur cachent la vérité. Plus tard dans la nuit, on voit Kanata se rendre dans la chambre d'Aris et insister pour parler de quelque chose d'important. Le lendemain, les élèves atteignent avec succès leur dernière station et comme prévu, ils partent se réapprovisionner pour leur prochain vol. Ils se séparent pour explorer la zone et Kanata sait maintenant que le trou vert est une technologie qui n'apparaît pas tout seul mais qu'il est utilisé par quelqu'un de l'équipe. Il est persuadé de connaître l'auteur de ce phénomène et prévoit de passer à l'action prochainement. Le lendemain, il appelle Zack et Charcey et les informe qu'Ulgar est leur ennemi et celui qui les a envoyés dans l'espace pour les tuer. Et pour prouver sa théorie, il demande à Charcey de sortir avec le suspect pendant que les deux autres les suivent. Ainsi quand Ulgar sortira le sphère, ils sauteront pour l'abattre. Le noble garçon suit les instructions qui lui sont données, mais à sa grande surprise, il s'avère qu'il était la cible visée depuis le début et que les autres élèves avaient monté ce plan pour le démasquer. Aris refuse de croire parce que sans Charcey, il ne serait pas allé aussi loin. Mais il révèle qu'il avait pour mission de cacher le crime de clonage et qu'il a même accepté de sacrifier sa vie parce qu'il est l'un d'entre eux. Cependant, trouver le vaisseau Astra ne faisait pas partie de son plan. Alors il a essayé de désactiver le communicateur et après l'avoir réparé, il a travaillé avec eux jusqu'à ce qu'il atteigne la dernière planète pour être aussi proche que possible de la planète Astra et avoir une chance de les tuer et de rentrer seul à la maison. Charcey se présente comme le clan du roi, le souverain de Vixia et le seul royaume de la planète. Il explique ensuite comment on lui a appris à servir le roi et se dévouer à son service jusqu'à renoncer à son corps. Il a vécu sous identité fictive prétendant être le fils d'un conseiller de confiance auprès du monarque. Il était confiné au château et n'avait pas le droit de rencontrer d'autres personnes. En revanche, il s'est plongé dans l'apprentissage, dévorant le savoir avec avidité et a aimé explorer différents types de vie. Une seule personne le connaissait, la princesse qui s'occupait de lui, et ils étudiaient ensemble la biologie. Ils s'amusaient beaucoup et passaient beaucoup de temps ensemble, mais lorsqu'il a eu 17 ans, le roi a décidé de le tuer avec toutes les autres duplicata. Et pour ce faire, le monarque l'a équipé d'un trou de verre et lui a donné tous les détails qu'il devait connaître avant de l'envoyer dans la nouvelle école, où il prendrait l'apparence d'un élu pour l'expédition du camp. Il poursuit en exprimant sa fierté, soulignant qu'il ne regrette pas d'avoir exécuté les souhaits du roi. Cependant, Kanata commence à s'approcher de lui, déclarant que les émotions ne peuvent jamais être pacifiées. Il révèle comment il a observé que Charcey était sincèrement heureux de passer du temps avec eux, tout au long de leur voyage et comment il les a soutenus lorsque cela était nécessaire, se battant bec et ongle pour s'assurer qu'ils rentrent chez eux. Son désir de vivre ne peut jamais être mauvais, et sacrifier sa vie facilement pour le roi est une énorme erreur. Mais le clan du roi révèle un autre secret en disant qu'il n'a pas l'intention de retourner seul à Astra, mais qu'il veut aussi amener Aris avec lui, et que son but initial est de tuer tout le monde sauf elle. Jour après jour, en observant le comportement de la jeune fille, il confirme que Aris est la clone de la fille unique du roi, la princesse Seira, et se souvient qu'un jour, alors qu'il étudie la biologie avec la princesse, celle-ci lui a révélé que le roi avait prélevé ses cellules sans qu'elle le sache et avait créé son clone, car il envisageait d'utiliser les organes du clone si jamais elle tombait gravement malade comme sa mère. La princesse refuse et aide une des servantes à s'enfuir avec le clone. Le temps passait si vite et un jour, alors qu'ils étaient dans la montagne à explorer la vie, un assassin pousse Seira du haut de la falaise et comme il n'y a pas de preuves, l'incident est considéré comme un accident. Le roi a ensuite changé d'attitude à l'égard de son clone et l'a envoyé en prison, où il a passé des longues périodes d'isolement à réfléchir de son existence. C'est au cours de cette période qu'il a réalisé qu'il n'avait aucune valeur intrinsèque. C'est pourquoi il a accepté d'entreprendre la mission, car il savait que sa vie et sa mort n'avaient aucune valeur significative. De retour à Aris qui réalise maintenant qu'elle est la clone de la princesse et qu'elle a probablement été découverte par ceux qui ont assassiné Seira afin de l'empêcher de devenir l'unique héritière du roi. Kanata perd le contrôle de ses mains en entendant l'objectif ridicule de Charcey de reprendre Aris et de la présenter comme la princesse. Il lui donne un coup de poignet au visage, car après tout même les clones doivent avoir une vie, et Charcey va mourir s'il se présente à nouveau devant le roi. Kanata lui fait comprendre qu'il était le plus heureux d'entre eux d'avoir enfin exploré l'espace, et qu'il mérite de vivre comme n'importe qui d'autre. Le clone refuse d'écouter et pense qu'il vaut mieux mourir que de ne pas réaliser la mission du roi. Il détruit l'un des trous de verre et tente de se faire absorber par celui-ci et de l'envoyer dans l'espace pour y mourir seul. Mais Kanata se met instinctivement à courir vers lui, sans se soucier du danger qui l'attend, et grâce à ses chaussures anti-gravité, il saute et force le garçon à reprendre la sphère. Le capitaine a réussi à sauver un membre de son équipage, mais sa main a été emportée dans l'espace. Les autres élèves en larmes se précipitent pour arrêter l'hémorragie, et se rendent compte que Kanata est une personne courageuse et qu'il mérite d'être leur capitaine. Quelques jours plus tard, l'équipage réussit à rassembler la nourriture et l'eau dont ils ont besoin pour quitter la planète. En chemin, Charcey révèle le secret de leur planète en disant que la Terre a été frappée par un astéroïde et que les humains ont choisi Astra comme nouvelle planète. En utilisant les trous de verre, ils ont ouvert les portes de plus de 10 000 tunnels reliant les deux planètes entre elles.
Le gouvernement a informé les gens du projet de transport, ce qui les a rendus confus et ils ont commencé à se battre pour la propriété des terres dans le Nouveau Monde et c'est ce qui a conduit à l'élimination de la moitié de la population, les combats pour la race, la religion et les nationalités. C'est pourquoi ils ont décidé d'abolir les nations en tant que concept, les ressources naturelles ont été partagées, la langue a été unifiée et la religion et les armes ont été supprimées. Après avoir transporté tous les humains sur la nouvelle planète, le gouvernement a fermé tous les trous de verre. Et pour garder le secret, le gouvernement a remonté l'histoire de 100 ans et a assimilé les événements. Et les parents ont caché la vérité à leurs enfants. Après avoir appris la vérité, les membres de l'équipage décident de faire connaître leur histoire et vont écrire à Harris une lettre à sa mère qui l'enverra au gouvernement, afin de tout révéler de l'histoire truquée au crime de clonage. Après plus de 150 jours de disparition, la mère Emma reçoit enfin un message de sa fille. Et quelques jours plus tard, le gouvernement commence à enquêter sur le suspect du clonage. En arrivant sur l'orbite d'Astra, les élèves sont accueillis par le gouvernement qui les informe joyeusement que leurs parents ont été arrêtés. Les élèves se rassemblent et remercient Kanata d'avoir été la principale raison de leur succès. C'est la fin de la première saison de cet incroyable animé, j'espère que vous l'aviez apprécié. N'oubliez pas qu'on a encore beaucoup de choses en stock pour vous, alors restez avec nous. On se revoit avec une autre vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé, bye.